Nous sommes à la fin de l'été 1989. Des milliers de citoyens de la République démocratique allemande, autorisés à voyager dans les pays frères du bloc de l'Est et pouvant le faire grâce à leur Trabant, cette voiture devenue un mythe, sont en vacances en Hongrie, notamment dans la région des lacs Balaton. La rumeur court de la possibilité d'un passage à l'ouest après qu'une série de premiers franchissements ait été justement possible en mai 1989 au niveau du village de Sopron en Hongrie. Des vacanciers allemands ont donc repoussé leur retour en RDA dans l'attente d'une éventuelle annonce. Quand le rideau de fer s'ouvre une première fois le 10 septembre 1989, après la décision de la Hongrie d'ouvrir sa frontière avec l'Autriche, c'est une ruée de ces trabants vers les différents points de passage que l'on observe. Une série d'ailleurs d'entre elles seront abandonnées le long des routes. Lancée en 1957 par l'usine allemande de Sachsenring, comme une réponse à la coccinelle de Volkswagen à l'ouest, cette voiture dont 4 millions seront produites est devenue un symbole de l'accès du bloc de l'Est à la mobilité individuelle. Pourtant, à partir de novembre 1989, après la chute du mur, alors même que ces véhicules avaient souvent été attendus entre 7 à 10 ans par leurs propriétaires, qu'un lien presque sentimental les attachait au point que beaucoup d'entre elles se voyaient affublées d'un petit nom, ces véhicules, utilisés pour se rendre à l'ouest, sont ensuite abandonnés comme des épaves, trop fragiles, presque humiliantes par rapport aux grosses cylindrées de la RFA. Leur retour en grâce récent en mode vintage ne doit pas faire oublier qu'à la fin 1989, cette voiture était un des symboles de la faillite du bloc de l'Est. Si justement la voiture est un symbole de la société de consommation, pourquoi la version rouge, la version soviétique de cette société, a-t-elle été un tel échec ? Il existe bel et bien un idéal soviétique de la consommation de masse. C'est celui d'une abondance non différenciée, pourrait-on dire. Des structures de production et de distribution centralisées, propriété de l'État, produisent de manière uniforme et massive une série de biens nécessaires à la satisfaction des désirs de consommation les plus fondamentaux. Dans un tel système de production, il n'y a pas forcément de différence entre privé et public. Les biens sont produits de manière uniforme et ne sont pas là pour exprimer une intériorité, un individualisme ou un désir de distinction. Bien sûr, les désirs fondamentaux doivent être satisfaits, mais par contre, le désir de différenciation, le luxe, sont perçus comme des réflexes bourgeois voués à disparaître dans la société communiste future. Dans les pays du bloc de l'Est, une large gamme de biens et de services subventionnés seront donc disponibles à bas prix, tels que le logement, la nourriture, certains loisirs, l'école, la santé. Il y a bien le futur d'une abondance matérielle, mais non d'un matérialisme, c'est-à-dire d'un attachement aux biens pour eux-mêmes. La compétition avec les pays d'Europe occidentale et avec les États-Unis va complexifier le discours, et ce, dès avant la guerre froide. Quand la valorisation de la société de consommation devient synonyme d'Occident, la réaction de l'URSS est justement de développer le discours critique sur la société de consommation dans sa version occidentale, présenté comme quelque chose d'aliénant. Le consumérisme est alors dénoncé comme un matérialisme qui créerait chez l'individu une apathie politique, ouvrant la voie par exemple à des options comme le nazisme. Dans ce cas-là, l'austérité est alors valorisée comme, au contraire, le signe de l'enthousiasme révolutionnaire. La capacité de sacrifice individuel de ses désirs au nom de la cause de la victoire de la Révolution devient alors quelque chose de valorisé. L'URSS et les pays du bloc de l'Est associent donc promesse de l'abondance, condamnation du matérialisme-consumérisme occidental et en même temps large revenu disponible pour une partie de la population dans la mesure où de très nombreuses dépenses sont subventionnées largement par l'État. Mais il faut ajouter à cette approche un petit peu théorique de la consommation par le marxisme la réalité très complexe du fonctionnement de ces régimes politiques. Les dictatures communistes sont caractérisées par une forme de dualisme dans lequel l'État et le parti se contrôlent mutuellement, se surveillent, dans lequel des rivalités entre institutions et groupes de pouvoir sont nombreuses et sont utilisées généralement par le secrétaire général du Parti communiste. Autour de ce dernier existe souvent un système courtisan de favoris. Dans cette espèce de chaos institutionnel, la règle du pouvoir devient celle de la volonté, réelle ou supposée, du chef que tout le monde cherche à deviner, ce que l'on nomme le centralisme démocratique. La décision se trouve au centre. Le fait de se trouver du bon côté de la faveur du chef se matérialise alors par un système de gratification sous forme de divers avantages financiers ou matériels. L'accès à des magasins réservés, la possibilité de commander des biens particuliers auprès des chaînes de supermarchés classiques, l'accès à des services comme les vacances, des résidences secondaires, de la domesticité, bref, autant d'éléments qui constituent en fait un système de distinction des plus classiques et qui est réservé aux élites, la fameuse nomenclatura dans les régimes communistes. En 1937, dans le cadre de la campagne stakhanoviste, une travailleuse de l'usine La Bannière Rouge de Saint-Pétersbourg, une certaine Federova, est ainsi distinguée comme travailleuse de choc, et ses cadeaux sonnent à l'avance comme une reconnaissance de défaite symbolique par le régime soviétique.
soviétique. Une montre, un samovar électrique, un jeu de nappe brodé, un fer à repasser, un phonographe électrique avec un jeu de disques, c'est-à-dire tout l'attirail complet de l'intérieur petit bourgeois. Alors même que le discours officiel condamne le matérialisme occidental, la pratique des régimes communistes semble, elle, déjà conquise par ces mêmes idéaux consuméristes qu'ils dénoncent. L'homo soviéticus redevient ici l'homo economicus classique. Régime hautement hiérarchisé de rang et de récompenses, l'URSS hérite finalement pour ses élites des idéaux de consommation issus du tsarisme de la période précédente et d'ailleurs souvent importés de France, d'Angleterre ou de l'Empire allemand de la fin du XIXe siècle. On peut très bien illustrer cette continuité par le cas des grands magasins de la période soviétique. À Leningrad, sur la grande perspective Nevsky, le magasin Muir & Elise, fondé par 2 immigrés écossais à la fin du XIXe siècle, a longtemps été le repère des élites tsaristes. Nationalisé, il sera transformé en 1933 en Tchoum, acronyme de Magasin Universel Central, avant de redevenir, après la Seconde Guerre mondiale, un magasin réservé aux élites du régime. Son grand rival moscovite, le GUM, a été construit en 1893 sur le modèle parisien du Bon Marché et sera d'ailleurs un temps la plus grande galerie marchande du monde. Nationalisé en 1917 et en partie fermé, il sera rouvert pour accueillir des espaces de vente des biens saisis aux ennemis du peuple pendant la période la plus dure de l'ère stalinienne. Puis, après la Seconde Guerre mondiale, des boutiques réservées à la nomenclatura y seront à nouveau ouvertes, annonçant en quelque sorte à l'avance sa vocation actuelle qui est celle d'accueillir les dépenses des richissimes oligarques russes. Face aux demandes de confort, aux demandes de consommation de sa société, le pari soviétique est donc d'offrir d'abord une réponse quantitative, de satisfaire les désirs consuméristes par une production de masse d'un nombre limité de biens considérés comme hautement symboliques, notamment dans la confrontation avec l'Occident. La Trabant en est évidemment le meilleur exemple. L'on peut également citer l'exemple de l'Institut de la mode créé en RDA en 1952. Si les styles et les patrons imitent souvent la mode parisienne, considérée comme la référence, de très nombreux modèles de vêtements vont être pensés autour de la notion de fonctionnalité, autour de l'idée d'une mode monogenre, adaptée à l'idée d'une femme travailleuse et donnant donc la priorité à la pratique et à la sobriété. À côté du textile, l'accès à l'électroménager se démocratise considérablement dans tout le bloc soviétique à partir des années 50. Une enquête menée en RDA auprès des jeunes en 1969 révèle que plus de la moitié d'entre eux disposent d'une radio portable, un tiers d'entre eux d'une mobilette, plus de 20% d'entre eux de blousons en cuir, comme une sorte de décalque de la mode américaine. Asphaltées, éclairées, traversées par des voitures nombreuses, les rues des grandes villes de l'Europe communiste dans les années 60-70 rappellent elles aussi dans leur paysage ceux de l'Europe occidentale consumériste. De même, les intérieurs des habitations communistes disposent à partir des années 70 d'une large gamme d'équipements électroménagers. Si le pari quantitatif semble donc rempli, le bloc soviétique est également capable d'innovation dans le domaine du consumérisme. En 1966 est lancé un transistor miniature nommé Micro qui fait tenir une radio portable dans une boîte de la taille d'une boîte d'allumettes. L'absence de succès commercial ne signifie donc pas incapacité à innover. Face à un textile occidental présenté comme conservateur et bourgeois, le textile soviétique va faire une place extrêmement importante aux fibres synthétiques à base de plastique considérées comme vrais symboles de la modernité. Dans le domaine de la couture, Vyacheslav Zaïtsev sera présenté par le magazine français Paris Match en 1963 comme l'égal des plus grands couturiers occidentaux. Et le magazine Vogue le surnommera le Dior rouge quelques années plus tard. Il existait donc bien un potentiel créatif dans les systèmes communistes, en dépit des images que l'on a parfois. En tout cas, certaines réalisations auraient pu satisfaire les désirs consuméristes ou même les désirs de distinction des citoyens du bloc de l'Est. Le problème est que ces réalisations vont être trop rarement soutenues par les régimes soviétiques. Dans ces derniers, le pouvoir politique est obtenu par des individus qui proviennent des secteurs traditionnels de l'économie, la logistique, la construction, les industries lourdes, et qui donc, une fois en poste, donnent peu de priorité aux industries de consommation. En conséquence, ce sont bien souvent des modes et des biens occidentaux qui vont s'imposer comme les biens de référence qu'il faut avoir ou alors qu'il faut copier. L'Institut est-allemand de la mode, déjà évoqué, va ainsi multiplier les voyages d'études auprès des grandes maisons parisiennes, considérées comme les références absolues en matière de mode vestimentaire. En RDA toujours, la possibilité d'acheter des biens occidentaux à condition de les payer en marques, envoyées par de la famille résidant en Allemagne de l'Ouest, va là aussi imposer les bienvenus de RFA comme la référence de la qualité. La libre réception des chaînes de télévision occidentales en RDA va confronter cette société communiste aux goûts et aux pratiques de consommation du reste du bloc occidental, et permettre ensuite par capillarité la diffusion de ces modes et de ces goûts vers le reste du bloc communiste. La comparaison entre des évolutions sociales communes entre les deux blocs peut être poussée jusqu'au bout. Dans les années 1950-1960, à la faveur de la coexistence pacifique et de la détente, la période Khrouchtchev voit l'adoption de la journée de 5 jours de travail, en même temps que l'ouverture de la possibilité de voyager au sein des pays du bloc soviétique. Cela rend possible l'apparition d'une industrie du tourisme qui va très vite s'imposer comme une pratique de différenciation sociale exactement comme en Occident à la même période.
Le problème finalement pour le bloc de l'Est est évidemment que ces biens de luxe venus de l'Occident, ces pratiques de distinction sociale, ont lieu dans des régimes où le discours officiel est en porte-à-faux par rapport à ces transformations, et est censé les condamner officiellement tout en les tolérant tacitement. Somme toute, l'URSS est confrontée au problème de la résistance de l'individu. Satisfaire les désirs de personnalisation des biens, ou même simplement le désir de suivre la mode, s'avère beaucoup plus compliqué dans un système très centralisé. Un tel système est par définition hostile à la rotation rapide des stocks et des modèles que la notion même de mode suppose. Il en est de même pour la figure du créateur. Vyacheslav Zaïtsev, le Dior rouge dont j'ai déjà parlé, sera ainsi interdit d'imposer sa griffe, sa signature sur ses modèles jusqu'en 1982. Les sociétés soviétiques vont donc se voir se multiplier les procédures d'adaptation, on pourrait dire, des biens. La mode du fait soi-même ou du transformé pour soi, de la personnalisation des biens achetés. De très nombreux magazines de couture vont proposer par exemple aux femmes de l'Europe de l'Est des modèles présentés comme inspirés de la mode occidentale, mais avec des patrons permettant de les réaliser soi-même chez soi et de les adapter. On estime ainsi qu'en 1980, à peu près 50% des vêtements féminins sont auto-fabriqués en RDA, et à la même date, à peu près la moitié des enfants vont à l'école avec des vêtements fabriqués au moins en partie à la maison. Ce n'est pas là le signe d'un manque de production, puisqu'à la même date les rayonnages des magasins de textiles officiels sont absolument pleins, mais simplement d'une insatisfaction par rapport aux modèles proposés. Dans le domaine de l'automobile, la difficulté pour obtenir une Trabant, la rareté des pièces détachées en cas de panne, explique l'apparition de très nombreux magazines de bricolage qui conseillent les propriétaires de ces voitures sur comment les entretenir, comment les réparer soi-même, comment les personnaliser finalement, comment les individualiser, nous dirions aujourd'hui comment les customiser. Il en est exactement de même pour les intérieurs domestiques. La difficulté à obtenir une maison ou un appartement de grande taille va conduire les couples soviétiques, une fois le logement obtenu, à surinvestir la décoration à l'intérieur en le personnalisant, là aussi à l'aide d'un très grand nombre de publications consacrées au do-it-yourself domestique et à la manière de se débrouiller tout seul. Par cette approche de la consommation, on comprend au final comment l'URSS et les économies du bloc de l'Est se retrouvent dans une série d'impasses. Les salariés consommateurs du bloc de l'Est sont frustrés dans leur désir de consommation par manque de biens disponibles, satisfaisant leurs désirs plutôt que par manque de revenus. En tant qu'utilisateurs, ces citoyens sont confrontés à des biens de moindre qualité, mais en même temps difficiles à obtenir, de sorte qu'ils sont investis d'une très grande valeur sentimentale pour au moins certains d'entre eux. Or, c'est précisément ce que le régime soviétique souhaitait éviter idéologiquement. Enfin, en tant que travailleurs, en tant que producteurs, ces mêmes citoyens sont confrontés à la contradiction entre un discours marxiste qui prétendait libérer le travailleur de l'aliénation du travail moderne et l'existence d'un contexte dans lequel, somme toute, ils participent à la création d'un bien de moindre qualité qu'ils finissent par mépriser, surtout en comparaison de l'image des biens venus d'Occident. Somme toute, l'URSS aura été incapable de proposer sa propre version du consumérisme, sa propre version séductrice de l'abondance, et sera donc condamnée à courir en permanence derrière l'Occident sans en avoir évidemment les mêmes possibilités. Le bloc soviétique aura été trop fermé pour permettre l'arrivée massive de biens permettant de satisfaire sa population, et trop ouvert pour empêcher en même temps les désirs d'imitation de l'abondance occidentale de circuler.